Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Evelyne Baudin, ex-mairesse de Sherbrooke, qui possède aussi une formation en économie. Et aujourd'hui, on va parler de souveraineté, d'un aspect économique, mais aussi dans un aspect municipal, parce que j'aime parler du pays, mais les villes, ça m'interpelle beaucoup, beaucoup. Peut-être que c'est à cause que je vieillis, que je suis rendu propriétaire, il y a peut-être des enjeux, ça. Mais très passionné de parler de politique municipale, puis je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je ne sais pas si c'est une perception qui est partagée. Bien, on n'en parle jamais assez, selon moi. Mais on en parle plus que jamais parce que moi, j'ai commencé à m'intéresser au municipal en 2013. À l'époque, j'avais eu une expérience avec... Faut que je recommence ça? Non. Pas grave. Ouais. OK. À l'époque, j'avais eu une expérience avec Option nationale, donc j'étais vraiment impliquée pour l'indépendance du Québec au niveau provincial. Oui. Puis au niveau du Québec, il faut vraiment être avec un parti politique, puis c'est difficile quand même de faire sa place. Là, moi, ma première campagne électorale, c'était contre Jean Charest. Ben oui, à Sherbrooke, c'est ça. C'est ça. On se retrouve avec malheureusement, cette gang-là. vous n'aviez pas gagné, fait qu'on a eu Jean Charest. oui, exactement. C'est un peu de votre faute. Ben, en fait, cette fois-là, c'était Serge Cardin, c'était le Parti québécois qui avait battu Jean Charest. Ça, c'est pas la fois où ce qu'on avait annoncé avec erreur qui était en train de perdre son comté, mais finalement, il avait gagné. Non, ça, c'était juste avant, effectivement. Donc, puis là, en 2012, c'était l'élection qui suivait le mouvement étudiant de 2012 qui a, je dirais, mis au monde plein de gens de ma génération. Oui. Nous, on a fait notre école, ça a été la crise étudiante, là, le mouvement étudiant de 2012. Puis, je me suis présentée à l'élection, j'étais avec Option nationale, mais on a eu, je pense, j'ai eu 2,89 % des votes. Fait que, tu le faisais pour la cause, mais on n'était pas à espérer d'être élu. Et après ça, en 2013, j'ai découvert le municipal un peu par sens du devoir. Je me disais, je viens de Sherbrooke, je suis bien impliquée en politique, ça m'intéresse, mais je suis jamais allée assister à une séance du conseil municipal. Fait que là, je me suis dit, il faut que je le fasse. Ouais. Fait que je suis allée assister à une séance du conseil municipal, j'ai suivi une petite formation femmes et politique, puis là, j'ai comme découvert qu'il y avait du potentiel là, qui était à l'époque encore complètement inconnu. Parce que potentiel d'avoir un impact, de changer les choses, de faire des choses. Oui, tu sais, la campagne électorale que je venais de vivre, on envoyait un communiqué de presse, puis il y avait aucune réaction du monde médiatique, là. Je veux dire, on était un tout petit parti. Cela dit, il est né des choses de ce parti-là. Absolument. Hein? Parce que moi, je me souviens, j'avais fait à l'époque, on se connaît pas, mais j'avais fait des spectacles bénéfices à Montréal pour ce mouvement-là. Ça me parlait, moi, cette espèce de souveraineté positive, très axée aussi sur l'économie, sur un pragmatisme, mais très, très positive dans ce... Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui ont milité à cette époque-là et qui sont devenus, ils ont fait d'autres choses, qui sont impliqués. Là. Fait que, tu sais, c'est pas... Il ne faut pas voir ça comme un échec non plus des partis, des fois, qui ne sont pas élus. Il naît des choses de ça. Absolument, tu sais, des contacts. Ça a été beaucoup une formation. Puis, non, moi, je veux dire, j'ai adoré mon expérience à Option nationale. Et là, j'ai commencé à m'intéresser au municipal. Puis là, j'ai découvert le potentiel dans le sens où j'avais 24, 25 ans. Je me présente dans une séance du conseil municipal. Je pose une question. Puis les journalistes viennent me voir, là. Tu sais, alors que, genre, je courais après les journalistes. Là, il était intrigué, justement, de voir... Une jeune personne qui s'intéresse, lui. Hein. Ben oui, parce que ça fait pas si longtemps, mais à l'époque, c'était beaucoup moins diversifié, là, tu sais, c'était toutes des têtes blanches, c'était très majoritairement des hommes. On est très... probablement que Infoman a beaucoup joué sur notre perception, puis ça doit pas être très loin de la vérité, mais des vieux qui chialent sur les stops, sur les dos down, puis c'est un peu ça, notre image d'un conseil municipal. Oui, puis imaginez, je veux dire, je pense pas qu'en 2013, il s'y intéressait tant que ça, Infoman. Fait que là, aujourd'hui, on voit les défauts du municipal, mais au moins, on en parle. À l'époque, tu sais, moi, je m'étais présentée sur place, puis ce qui passait à la télé communautaire, c'était un montage d'1 heure de la séance conseil, où est-ce qu'il y avait gardé des questions qui les intéressaient, là, qui avaient été posées en séance. Fait que là, je me suis rendu compte que les médias s'intéressaient à moi, à ce que j'avais à dire, alors que j'étais toute nouvelle là-dedans. J'ai fait campagne en me disant, je vais aller apprendre
des nouveaux trucs, je vais me former directement en faisant une campagne municipale. Puis après ça, je vais aller transférer ça, mon savoir à Option nationale. Okay. Ça, c'était la perspective. Stage. C'était comme une expérience pour ramener ça après ça. OK. Oui, moi, c'était vraiment un stage. Ouais. Bon, j'étais à la maîtrise en économie à cette période-là. Et c'était aussi une belle excuse pour procrastiner encore davantage dans mon mémoire. Fait que je me disais, je prends une pause de 2 mois, je prends mon sac à dos, ma gourde, je vais faire du porte-à-porte, je vais parler au monde, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Puis c'est là que je suis tombée en amour avec le municipal. Parce que je suis pas tant familier avec ça. Est-ce que, comme vous disiez, au provincial, ça prend un parti, faut, en tout cas, du moins pour avoir un peu une résonance puis un peu de moyens, faut se greffer un parti déjà existant. Qu'est-ce qui se passe là? On est vraiment en 2013 à cette première campagne-là municipale? Oui, 2013, première campagne municipale. Comment on fait? Comment on décide qu'on se présente? Je veux dire, on dit « je me présente ». Oui, c'est vraiment pas compliqué. Okay. On est dans un système démocratique, hein, donc... moi, j'avais regardé qu'est-ce que ça prend, puis ça prend 18 ans à être citoyen canadien et 25 signatures dans ta ville. C'est même pas dans ton quartier, là, où est-ce que tu te présentes. Ça peut être un membre de la famille qui signe aussi, là. Ben oui, c'est tout le monde. Tout le monde, fait que 25 signatures. Fait que, tu sais, je suis là comme, si c'est juste ça que ça demande. Puis là, après ça, même le budget... tu sais, tu peux, au municipal, là, je sais pas si les règles ont changé, mais je pense que c'est encore permis, tu peux mettre 1 000 $ de ta poche pour ta campagne. Puis tu es quand même capable de te payer une coupe de pancartes puis des dépliants. Ce qui est pas mal... Officialiser la campagne, en fait. Là. Ça sera peut-être pas la plus grosse campagne, mais au moins, ça rend ça crédible et vrai. Il y a des pancartes, il y a une coupe de... OK. Ben c'est ça. Fait que moi, je suis partie... mon père m'accompagne dans toutes mes aventures politiques. Fait que on a fait peut-être 3500 portes. Je m'étais fait un plan de match, là, telle rue... Puis les médias ont une réception quand même positive, dans le sens qu'il y a c'est rare qu'il y ait 27 personnes qui se présentent. Là. Ouais. Donc, ils ont un intérêt pour chacun, puis il y a accès aux médias. Bien, 2013, là, ma première campagne, j'étais indépendante. C'était ma première campagne municipale. J'avais 25 ans. Je dirais pas que j'ai attiré beaucoup l'attention des médias. La seule chose qui m'avait beaucoup aidé à cette campagne-là, c'est que ma pancarte, justement, elle avait été comme désignée comme la plus belle de la gang. Fait que là, ça m'avait vraiment aidé. Là. Votre pancarte, dans le sens qu'il y en avait une, mais elle était très belle, cette pancarte. Non, j'en avais une coupe. J'avais réussi quand même à... je pense que j'avais pas mal dépensé le maximum là, pour mettre des pancartes partout. Tu sais, je me disais, tant qu'à faire l'expérience, je vais le faire pour vrai. Mais sans espoir, parce que la personne qui était là, puis déloger du monde au municipal, c'est très difficile. La personne qui était là, ça faisait seulement un mandat qu'elle faisait, fait qu'il n'y avait pas encore cette espèce de fatigue de l'électorat. Puis, c'était un monsieur qui était correct, là, tu sais, qui n'était pas méchant, qui faisait pas grand-chose, mais les gens n'étaient pas dus pour du nouveau. Parce que, tu sais, c'est ça, il y a une fatigue du pouvoir après souvent 2 mandats, puis le monde va... Fait qu'il n'y avait pas encore fait assez d'erreurs. Je comprends. Ça. OK. Mais c'est une expérience dans laquelle vous avez grandi, puis vous avez trouvé ça vraiment intéressant. Oui, parce que là, déjà, les gens, quand ils ouvraient la porte, ils pensaient que c'était mon père qui se présentait. Parce que, tu sais, au municipal, là, à l'époque, là, 2013, là, c'est ça, on n'en parlait pas, là, du municipal. Puis des jeunes, en 2013, c'était pas encore... Tu sais, parce que là, récemment, on a commencé à avoir des maires et des mairesses plus jeunes, fait que ça crédibilise un peu ce mouvement-là, mais je pense qu'on n'était pas encore rendu là à cette époque-là. Là. Il n'y en avait pas beaucoup. Là. C'est ça, tu sais, Stéphane Boyer puis Catherine Fournier, d'après moi, ils étaient déjà un peu... Tu sais, je veux dire, Catherine Fournier avait à peu près cet âge-là là, quand elle est devenue députée, mais je pense que c'était un peu après. Puis Stéphane Boyer, je pense, c'est à peu près dans ces années-là aussi qu'il a commencé, ou peut-être 2017, mais c'est dans ces années-là. Fait qu'on était là, mais on n'était pas encore connus. Puis là, parler avec les gens, je me rendais compte à quel point, on est capable d'avoir un impact concret dans leur quotidien. Puis là, j'ai vraiment pogné la piqûre. Et c'est après la campagne, j'ai pas gagné 2013, mais j'ai vraiment chauffé les fesses de mon adversaire. Et c'est là où les médias ont fait comme... Mais c'est qui cette personne-là? Et rapidement, le maire de l'époque, Bernard Sévigny, qui est le conjoint de la mairesse actuelle de Sherbrooke, par ailleurs. Hein, fait que dans le monde municipal, ça, là, c'est presque commun, là, des histoires de famille de même. Fait que Bernard Sévigny, à l'époque, moi, je partageais vraiment pas son opinion par rapport à la démocratie, la participation citoyenne, consulter les gens. Tu sais, on n'était vraiment pas sur la même page. Pas la même façon de faire de la politique. Exact. Et il y avait beaucoup d'autres personnes comme moi qui, j'imagine aussi,
était un peu emballé par ce qu'on sentait dans la société avec 2012, puis tu sais, un peu le pouvoir aux citoyens puis aux citoyennes. Ça a ça de positif, sortir dans la rue. Hein. Des fois, ça mobilise les gens. Puis voir des gens, même à la télé, qui font quelque chose, ça peut nous donner envie nous-mêmes de faire quelque chose. C'est facile, dans une société, de devenir un peu léthargique, puis qu'il ne se passe rien, puis de laisser tout le monde gérer les choses à notre place. Mais dans ce type de mouvement-là, qui peut des fois déranger. Là, moi, j'étais à Montréal à cette époque-là, puis ma mère avait peur pour moi. Là. Nous, à Montréal, c'était à feu et à sang, quand c'était pas du tout le cas. Là, mais la perception, des fois, en région, était que c'était dangereux à cette époque-là. Mais ça mobilise les gens, puis ça, je trouve ça positif. Bien, ça fait qu'on se retrouve, on se sent, moi, dans mes mots, je dirais, on se sent moins extraterrestre. On se retrouve dans un groupe avec plein de monde, on regarde autour de nous, puis c'est des gens qui partagent nos convictions, qui partagent nos positions, nos inquiétudes, nos rêves aussi. Donc, ça a eu ça de bon en 2012. Et ça, on voyait les bébés de tout ça quelques années après, justement, dans ces jeunes qui se présentent en politique. Effectivement, on peut penser à des Gabriel Nadeau-Dubois aussi, il y a eu cette génération-là, mais dans le municipal aussi. Oui, dans le municipal aussi, parce que c'était quelque chose de plus grand que nous. Puis c'était vraiment l'idée que le pouvoir, en tout cas, moi je vais le dire de même, c'est comme si le pouvoir appartenait pas à une classe de gens très loin de nous, mais que nous aussi, on pouvait y accéder puis rêver de le faire. Qui possèdent déjà, des fois, dans le municipal, qui possèdent déjà une grosse entreprise ou qui sont déjà des notaires, des notables, puis ils ont déjà une fortune de fait à 50, 60 ans. C'est ça, puis que ça se passe de père en fils. Là. Souvent, c'était ça, beaucoup. Puis là, il y a eu de l'intérêt, vraiment, je dois dire que le monde des médias, puis c'était aussi le début des médias sociaux. Hein? Fait que il y avait tout ça qui faisait qu'on se permettait un peu plus de rêver grand et tout ça. Fait que c'est dans cette mouvance-là, juste après la campagne, qu'on a démarré le mouvement Sherbrooke Démocratie, qui, à l'époque, était juste un groupe Facebook. Là. Mouvement, donc c'est pas un parti? Non, c'était vraiment un mouvement. On avait... on s'était rassemblés, les gens, en gros, qui allaient poser des questions au conseil municipal, puis on s'est dit, on va se mettre ensemble, on va être plus forts. On trouvait qu'il n'y avait pas d'opposition qui s'exerçait adéquatement à l'hôtel de ville. L'opposition dans le municipal, c'est très difficile. Là. Dans les très grandes villes, ça peut arriver, mais en région, dans les plus petites villes, même si c'est pas petit, Sherbrooke, n'empêche que c'est difficile. Moi, de mon expérience d'observateur extérieur, j'ai même pas tant souvenir qu'il y avait de l'opposition. Moi, je viens de Saguenay. Il pouvait en avoir un de temps en temps, mais des fois, c'était quelqu'un qui était assez... Il fallait que ça prenne quelqu'un qui a la coin dur pour décider d'aller passer son temps là, puis de chialer, puis tout. Chialer, c'est peut-être négatif. Critiquer. Mais je veux dire, critiquer, disons. Mais c'est pas très payant, c'est pas très valorisant, c'est pas très... Fait que c'est difficile d'être dans l'opposition. Là. Comme société, on est au Québec, là, on est encore en transition démocratique par rapport au palier municipal. On a de la misère même à accepter qu'il y ait un besoin d'une opposition dans le palier municipal. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas accepter que ce concept-là existe. Pourtant, je veux dire, on mesure le niveau de santé démocratique des institutions au niveau de respect qu'on a envers le concept d'opposition. Est-ce qu'on perçoit un peu, ou est-ce qu'on a une idée du palier municipal, pas tant comme de la politique, mais comme des gestionnaires? C'est comme si c'était nommé des gestionnaires pendant 4 ans, vous gérez, puis il y en aura d'autres après, mais on ne débat pas de la vision de la ville comme on ferait au provincial ou au fédéral. C'est exactement ça. C'est comme si on n'acceptait pas qu'il y ait des points de vue dans le monde municipal. C'est comme, il y a une route brisée, il faut la réparer. Gérer ce budget-là. Il n'y a pas de point de vue. Il n'y a pas de point de vue exprimé. La route est brisée, il faut la réparer. Entretenir les infrastructures, puis c'est ça votre job. T'sais. Est-ce que le manque... le parcours est super intéressant, j'aimerais ça qu'on continue, mais sauf que là, on tombe dans quelque chose qui est une de mes tales. Est-ce que les villes ont les moyens d'avoir du recul ou d'une vision, justement? Puis est-ce que c'est peut-être ça, ce dont on parle en ce moment, c'est qu'on prétend pas que les politiciens municipaux peuvent avoir de la vision, mais peut-être qu'ils n'ont pas les moyens de tout ça. Ils sont tellement dans le quotidien, dans gérer ces trous, puis ces nids de poules-là, puis gérer les aqueducs que je ne dis pas qu'ils ne devraient pas l'avoir. Je dis, est-ce que c'est la vision du citoyen que, de toute façon, là, on est déficitaire, puis il faut juste que tu fasses ça? Là. Les citoyens s'imaginent que leurs taxes
sont suffisantes pour payer les services qui viennent avec une ville. Tu sais, on imagine vraiment plus un citoyen client. Je paye mes taxes de ma propriété, puis même sur mon compte de taxes, j'ai aussi tarifs d'assainissement de l'eau, policiers, eau potable. Pompiers, oui. Tu sais, souvent, c'est assez bien décliné. Fait qu'on se dit, je paye, j'ai un service client. Il faut que mon eau se rende bien avec une bonne pression, etc., etc. Donc, on est vraiment beaucoup plus... Tu sais, au niveau québécois, tu ne reçois pas de facture. Là. Non. Tu payes tes impôts proportionnels à ton salaire. Il y a quelques outils. Là, Radio-Canada a des outils, des fois, qu'on peut aller voir que, selon le nombre d'impôts qu'on paie, où ça s'en va en éducation, mais très peu de gens vont utiliser ça. Ils ne savent pas exactement où leur argent va. Non. Tandis qu'au municipal, si je fais du pouce un peu sur ce que vous dites, c'est qu'on s'achète un peu un donneur de service. Dans le sens, on vote pour un donneur de service, mais maintenant, donne-moi-les. Exactement. Mais... Donc, les gens s'imaginent que ce qu'ils payent est suffisant pour les services. Parce qu'on leur dit, tu payes pour ça, donc arrangez-vous finalement avec l'argent qu'on vous donne. Mais dans les faits, au fil du temps, on s'est rendu compte que ce n'est pas suffisant. Principalement, s'il y avait une chose à nommer, c'est qu'on n'a pas entretenu comme il faut. Ouais. Comme c'est pas payant, on le sait. C'est pas payant d'entretenir, ouvrir, couper des rubans, faire une nouvelle route, c'est beaucoup plus politiquement payant que d'entretenir ce qu'on a déjà. Exactement. Mais ça, c'est malheureusement ce qui explique pas mal l'état du Québec en général. Là. Oui, mais au municipal, les infrastructures, ça prend une beaucoup plus grosse part du budget que dans les autres paliers de gouvernement. Donc, on a une toute petite part des revenus fiscaux, tout palier confondu, mais on a une plus grosse part au niveau des infrastructures. Puis même qu'il y a des batailles municipales, provinciales, fédérales, où est-ce qu'ils essayent de nous refiler des infrastructures, des ponts, Puis là, ils disent comme, OK, cette route provinciale-là... on vous la donne, tu sais, puis même qu'ils nous font des rabais ou même qu'ils vont nous payer. C'est un cadeau empoisonné, mais... Ils nous payent carrément. Nous, on a eu un pont à Sherbrooke là, qui a été payé pour qu'il n'y ait pas à s'en occuper puis que ça devienne notre responsabilité, notre propriété. Fait qu'on a des choses comme ça qui font en sorte qu'au fil du temps, vu qu'on n'a pas entretenu, et en plus, en fait, tu sais, le monde municipal a aussi à se blâmer là-dedans. Pendant des années, là, tu sais, nous, on a un maire qui a été là pendant très, très, très longtemps. Il augmentait presque pas les taxes. Parce qu'il disait, non, mais c'est correct, tu sais, tout arrive bien. Bien, c'est sûr que quand l'aréna ou... si on pète les problèmes à plus tard, puis si on n'entretient pas... Et les gens... on paye, les gens sont conscients de payer... les gens se plaignent de leur taux d'imposition, là, la majorité des gens, mais ils ne savent pas exactement combien ils payent d'impôts. C'est exactement parce qu'il y a souvent ça. une déduction à la source, c'est un peu plus nébuleux, tandis que les taxes municipales, tu les payes, c'est pas déduit de ton salaire, là, tu les payes, tu envoies un chèque, là, tu l'envoies, que ce soit 2, 3, 4, 5, 8 000. Fait que les gens s'attendent à un service. Je le conçois, là, c'est intéressant parce que je chemine en même temps, mais... on voit le montant qu'on paye. Là. Puis souvent, donc, pour simplifier les choses, parce que là, on parle de chiffres, de fiscalité, fait que c'est des choses qui sont compliquées pour les gens. Fait que là, ce qu'on simplifie, c'est qu'on parle en pourcentage. Ouais. C'est des choses plus faciles à comprendre. Fait que les gens, souvent, ils ne sauront pas c'est quoi leur montant d'impôt, mais ils vont savoir à peu près c'est quoi le pourcentage, leur braquette. Ils vont dire 50 %, mais c'est plus autour de 30 le taux effectif habituellement des gens, 20 30 mais c'est ça. Fait que là, tu sais, les gens savent à peu près, s'ils savent, c'est à peu près ça qu'ils vont savoir. Rarement, ils vont connaître effectivement le montant qu'ils payent en impôts. Au municipal, le pourcentage qui est retenu, c'est combien tu payes par rapport à l'année d'avant. C'est ça. Et on voit la facture, là, mettons 5 200 cette année, là, puis l'année passée, c'était 4 800. Ça fait 400 $ de plus que j'ai de plus. Pas de service de plus, rien. Et là, les médias vont faire le travail de prendre ce 400-là, le diviser, puis de dire, ça veut dire une augmentation de 2, 3, 4, 5 Puis là, le monde se dit comme, tu sais, c'est vrai que Bell, Vidéotron, ils ont fait une indexation de prix, ou, tu sais. Fait que là, ils pensent à leurs affaires, puis ils disent, OK, tu sais, ça a de l'allure, 2, 3, 4, 5 Quand est-ce que tu prends tes impôts de l'année, que tu les compares à tes impôts de l'année passée, puis tu te demandes combien tu as payé de plus en pourcentage? En plus, jamais. C'est complexe parce qu'en plus, nos salaires augmentent. Il y a plein de choses qui jouent. Ouais. Mais est-ce que... C'est intéressant, je me dis, est-ce que... il y a des problèmes de financement des municipalités, je l'entends, là, je l'écoute ça, puis je le vois parce que il y a une tarte de taxation à laquelle vous avez accès qui grossit pas aussi vite que les besoins, puis ce que ça coûte. Mais est-ce que comme maire ou mairesse, c'est intéressant, je me dis, vous avez des champs de compétences, vous avez des choses que vous devez, des services à donner. Vous n'avez pas tous les leviers et tous les pouvoirs
par rapport à ça, est-ce qu'on peut extrapoler ça sur le Québec et le fédéral? Est-ce que de gérer une ville puis de réaliser c'est quoi de ne pas avoir tous les pouvoirs, d'avoir qu'une partie, ben ça peut aussi se dire, ben c'est un des problèmes du Québec aussi, ça. Ben, bon, la question délicate, c'est est-ce qu'on paye assez d'impôts et de taxes? Bon, la réponse des gens va être probablement... Les gens ont tendance à dire tout le monde trouve qu'ils payent trop de taxes ou d'impôts. Pas moi, mais je suis très minoritaire à ça. C'est ça. Moi non plus, je trouve pas que j'en paye trop parce que je regarde les pays qui en payent plus que le Québec. Comme, évidemment, on renomme tout le temps les mêmes, là, les pays scandinaves, là, Danemark, Suède, Finlande, Norvège. Ces pays-là payent plus d'impôts, mais ils ont un plus grand revenu après impôt. Fait que pour moi, en fait, c'est qu'eux, ils investissent dans le collectif. Mm-hmm. Ils investissent dans, OK, les bibliothèques municipales. Moi, je veux dire, je suis allée au Danemark. J'ai fait le tour des bibliothèques municipales là-bas. J'en revenais pas à quel point tu veux être à la bibliothèque, là. C'est pas une punition aller à la bibliothèque quand tu es dans ces pays-là. C'est ton rêve. C'est comme un parc intérieur. Tu sais, c'est comme... Puis pour les adultes et les enfants, ils ont décidé de miser là-dessus. Ils voient ça comme un investissement. Puis la preuve que c'est un investissement, c'est que non seulement ils ont le plus grand revenu disponible... Ben, ils ont un plus grand revenu disponible après impôt que nous, mais en plus, ils scorent plus haut dans à peu près tous les indices là, de satisfaction de la vie. Fait que, tu sais, OK, on peut regarder juste qu'est-ce que le gouvernement nous enlève, mais quand on est en train de dire ça, on est en train de penser dans une perspective individuelle, alors que l'enrichissement collectif, c'est quelque chose qui a énormément de potentiel puis qui nous permet aussi de s'enrichir individuellement. Bien, c'est intangible, hein? C'est toujours difficile. Soit ça prend une conscience collective à la base, ou peut-être, j'allais dire de l'éducation, mais pas, je veux pas parler d'éducation scolaire, là, mais de s'être informé ou de s'être préoccupé de cette question-là. Mais au-delà des différences philosophiques, moi, je le vois. C'est pour ça que ça me dérange pas de payer d'impôts. Je dis pas que... Je trouve pas que des fois, j'aimerais que ça soit utilisé différemment ou mieux, mais globalement, envoyer un chèque au gouvernement, moi, ça me dérange pas, ça me fâche pas, parce que je trouve que je vis dans une société très sécuritaire, très chanceuse, puis j'accepte qu'on en donne à des gens qui en ont moins que moi. Fait que, tu sais, le principe, j'y adhère, puis j'ai pas de problème avec ça. Est-ce que... C'est drôle, parce que des fois, moi, je fais le pari que si on est plus petit, ça va être plus facile pas juste de conscientiser, mais que les gens s'engagent, que se sentent impliqués, se sentent qu'ils font un effort et qui bénéficient de cet effort-là. Quand une partie de tes impôts se rend en Alberta ou en Colombie-Britannique, j'ai rien contre eux, mais c'est loin quand même. Fait que pour que j'en bénéficie, c'est un petit peu plus loin. Si tous mes impôts sont ici, j'ai l'impression que ça va être un peu plus facile de dire aux gens, voici ce que ça fait. Est-ce qu'au municipal, on sent ça? Parce que là, je vois dans l'autre extrême, c'est petit une ville. Est-ce que les gens se sentent engagés dans leur ville? Est-ce que les citoyens sont tous comme, oui, je paye des taxes municipales, mais je suis content qu'il y ait une bibliothèque, je suis content qu'il y ait un parc, je suis content qu'il y ait ça. Ça aide à ma qualité de vie ou c'est un peu naïf de ma part, où je me dis c'est un petit peu trop candide là, de penser que si c'est plus petit, nécessairement les gens se sentent plus impliqués. Bien, les gens se sentent plus concernés, ils surveillent plus. Fait que là, ça fait que tout devient plus politique. Là. Le nom d'une rue, ça devient ultra politique, très émotif. Effectivement, un investissement dans une affaire, tout devient comme « moi, j'aurais fait ça différemment, nanana. » Fait que il y a ça. Il y a, tu sais, moi, la passion que j'ai pour le municipal, puis moi, j'arrête pas de dire, ma devise, c'est que c'est au municipal que ça se passe. C'est mondial aussi, là, ce mouvement-là, là, ça s'appelle le localisme. Fait que les gens commencent à prendre conscience que le palier municipal ou le palier local, ou tu sais, proche, là, quand ça tu dis le plus petit... Ça pourrait être régional, ça pourrait être... Mais c'est ça, je comprends. Ben, tu sais, mettons, comme à Montréal, je pense qu'on pourrait parler plus de l'échelle des arrondissements que de celle de Montréal, de la ville ou encore de la CMM. Là. Donc, plus on est proche, là, tu sais, le fait qu'on peut avoir vraiment un grand impact puis qu'il faut s'investir d'abord localement, ça, c'est quelque chose, c'est comme une espèce de mouvance qui attire quand même plus de monde là, dans les dernières années. Puis, je pense effectivement que dans les villes, dans les grandes villes, on essaye,
de reproduire un peu ce feeling-là de village. Tu sais, quand c'est notre village, on va se sentir un peu plus volontaire, de s'engager, de peut-être, je sais pas moi, aller donner un coup de main pour la corvée dans le CPE ou bien aller faire du nettoyage au printemps. Fait que cette participation-là, effectivement, quand on est plus proche des gens, je pense qu'elle est plus grande. Puis le défi dans une grande ville comme Sherbrooke ou comme Montréal ou dans plein de villes qui sont assez étendues, c'est de recréer un peu l'effet de village à l'intérieur de la ville. Puis ça, on n'a pas encore vraiment travaillé ça, mais c'est qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire à renforcer le palier municipal. Puis ça va bien au-delà de régler les enjeux fiscaux dont on a parlé. Ça inclut les enjeux fiscaux, mais ça va au-delà de ça. Quand on dit renforcer, est-ce que c'est... on parle vraiment de politique, là, renforcer les pouvoirs du municipal ou renforcer l'importance auprès des citoyens, de la population, de reconnaître cette importance-là? Pour moi, il y a des choses vraiment concrètes à faire dans les lois. Ça part de là. Ouais, pour moi, ça part de là. De revoir. On dit, là, puis là, c'est pas moi, tu sais, je l'entendais souvent, puis je commence à le concevoir, les villes sont des créatures du provincial, du Québec. Donc, c'est un peu Québec qui décide finalement qu'est-ce qui se passe. Totalement. C'est vraiment... Puis ça, c'est un problème? Oui, parce que la dernière fois qu'on a eu des gouvernements qui se sont véritablement intéressés au municipal, c'était lors des fusions municipales. Ouais. Puis, est-ce que c'était une bonne chose? Est-ce qu'il s'y est bien intéressé? Ben, il y a eu des bonnes fusions, je pense. Il y en a eu des bonnes, il y en a eu des moins bonnes. C'était nécessaire de faire ces fusions-là. Aujourd'hui, les gens qui se plaignent, c'est ceux qui étaient en périphérie, qui ne payaient pas pour les services dont ils bénéficiaient. Oui. Fait que c'est sûr qu'ils sont pas contents. Ils aimaient bien mieux quand... Ils profitaient. On vit la même chose à Montréal. C'est-à-dire que les gens de banlieue vont travailler à Montréal, usent Montréal. Oui, ils usent les infrastructures. Taxes, exactement, puis je comprends. Puis en région, probablement que la police finissait par arriver ou les infrastructures, les égouts, tout ça de la ville, ils les payaient pas avant. Ils avaient leur puits artésien, puis c'était correct. Puis il y avait juste leur petit chemin. C'est que pour moi, là, ça fait des années, ça fait longtemps, là, les fusions, là, ça fait plus de 20 ans. Ouais. Mais donc, dans mon coin, ils disent encore Chicoutimi. C'est Chicoutimi qui n'a jamais accepté. Oui, c'est ça. Jonquière, on l'a abandonné, c'est correct. Moi, j'ai connu ça. J'étais encore en région à cette époque-là, puis les gens se promenaient avec des voitures, puis le nom de leur ville sur leur voiture, ils refusaient que ça s'appelle Saguenay. Mais tu vois, c'est un excellent exemple. En fait, pour moi, c'est que les fusions est absolument nécessaire, puis on est dû d'ailleurs pour une autre grosse batch de fusions, pour moi, à grandeur du Québec. Okay. Il y a 1100 municipalités au Québec. Il y a 700 municipalités de moins de 2000 personnes. Il y a la moitié... C'est pas soutenable de payer du staff qui va réellement travailler pour ça, puis... Il y a plusieurs choses. Effectivement, typiquement, dans un village, la personne la plus scolarisée du village, puis qui a le plus à offrir au village, va se retrouver DG. Et là, il va se retrouver à faire beaucoup de paperasse, beaucoup de travail qui n'a aucune plus-value pour le village. Fait que là, il y a clairement un enjeu de main-d'œuvre. Côté main-d'œuvre, les talents qu'on a dans nos villages devraient être utilisés différemment. Ça, c'est une chose. Mais aussi, c'est que comment tu veux... Là, imaginons un Québec indépendant, là, tu sais, que j'espère qu'il va être réalité bientôt. 2027. Bon, fait que là, mettons 2027, moi, j'aurais parié sur 29. Hein? J'aurais parié sur 29. Là, comme, c'est bon. C'est comme, là, ma belle-sœur est enceinte, puis on parie sur la date de la naissance. C'est ça. Là, on est à 2 ans après. Mais 2029, je vais être correct. Je peux attendre. C'est après Trump, avant la fin du mandat du prochain gouvernement, s'il est majoritaire. OK. C'est ça mon calcul. Bon. Fait que mettons qu'on se prépare pour 2029, parce qu'il reste quand même beaucoup de choses à préparer, notamment cette question-là qui n'a pas été réglée. La question de, on a un pays, le Québec, est-ce qu'à l'intérieur de ce pays-là, on veut avoir des provinces? Est-ce qu'on veut des États? J'avais jamais pensé à ça. C'est ça. Il va falloir y penser, là, mais c'est bien. Parce que sinon, c'est bien de me donner 2 ans de plus pour y penser. Mais c'est des grosses questions. Là, on a seulement une chambre à l'Assemblée nationale. Hein? Avant, il y en avait 2, puis dans les années 60, si je me rappelle bien, là, c'est là qu'ils ont une seule chambre, c'est la Chambre des représentants. Puis là, ça fait que quand il y a des cartes électorales, la Gaspésie n'est pas contente. Okay? Quand il y a des nouvelles cartes électorales. Bon. Mais après ça, les Laurentides ne sont pas contents non plus, parce que eux, leur poids
politique, alors qu'ils sont très nombreux, n'est pas corrigé. Donc, est-ce qu'on veut 2 chambres? Mais les 2 chambres, les pays qui ont vécu ça, c'est pas tout le temps évident non plus à gérer 2 chambres. C'est une chambre des régions, une chambre de la population. Pour qu'on clarifie, moi, je ne suis pas familier nécessairement avec ce concept-là, 2 chambres. Est-ce que, pour moi, 2 chambres, c'est un peu comme au fédéral où il y a le Sénat, puis ou aux États-Unis, il y a le Congrès, puis il y a le Sénat. Est-ce que c'est ça, 2 chambres? Ou... Je vais t'amener plutôt en Allemagne, qui est un des beaux systèmes démocratiques quand même, parce qu'il est assez récent. Il a été imaginé après la Deuxième Guerre mondiale. Fait que ça fait pas si longtemps. Fait que tu as une chambre qui représente... où est-ce que tu as, disons, une proportionnalité au territoire. Fait que chaque personne représente, mettons, un bout de territoire à peu près équivalent. Puis de l'autre côté, tu as la population, donc c'est proportionnel à la population. C'est 2 types de députés qui ne sont pas élus de la même façon ou pour les mêmes raisons. C'est ça, dans le fond? Exact. Ils ont des pouvoirs différents, les 2 chambres, etc. Là, je ne suis pas une spécialiste de tout ça, mais... Il y a 2 niveaux, un qui gère un certain territoire, d'autre un autre certain territoire. OK. On pourrait dire qu'il y a 2 voix. Il y a la voix du peuple, puis la voix des territoires. Fait que c'est un peu... ça, c'est quand il y a 2 chambres. Mais après ça, tu peux avoir un mode de scrutin qui fait un peu les 2. C'est d'ailleurs la proposition du nouveau mode de scrutin là, qui a été abandonné par tous les gouvernements depuis un certain temps. Mais proportionnel, mais avec un pourcentage qui serait... C'est ça. Bien là, tu as des listes. Puis là, après ça, tu essaies d'y aller un peu comme ça. OK, mais c'est intéressant. C'est quelque chose dont on parle peu parce que là, c'est parce qu'on se sent tellement pas près du oui qu'on n'aborde pas nécessairement cet enjeu-là. Mais comment on gère le territoire, comment on gère la population, c'est intéressant d'en parler. Quels seront les pouvoirs des gens en région? Oui. Puis dans ce Québec pays-là, je pense qu'on veut redonner aussi du pouvoir aux gens. Là, il y a cette volonté-là, justement, que tout le monde se sente bien représenté dans ce nouveau pays-là. Parce que là, si on regarde, là, tu sais, santé, éducation, actuellement, c'est les 2 grosses compétences au niveau des provinces. Nous, on veut-tu que ce soit l'État de l'Estrie ou du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ou juste du Saguenay ou du Lac-Saint-Jean qui gère la santé et l'éducation? Peut-être que oui, peut-être que non. Là, après ça, on peut regarder c'est quoi les délimitations qu'on a au Québec. On a des CIUS, tu sais, des... comment ils appellent ça? Des régions socio-sanitaires. Tu sais, il y a ça. Sinon, tu as des commissions scolaires. Mettons, je regarde la commission scolaire au niveau de Sherbrooke. C'est le territoire de Sherbrooke, plus un petit peu à côté. Bon, est-ce que ça, c'est gérable? Fait que là, il va falloir qu'on repense tout ça. Puis si on veut injecter plus de démocratie, puis j'espère qu'on le veut, parce qu'il n'y a plus de démocratie ni en santé ni en éducation, si je prends juste ces 2 domaines-là. Mais là, la vraie démocratie, c'est de faire une espèce de vrai gouvernement régional. Il n'y en a plus, là, de gouvernement régional. C'est un peu comme des cantons en Suisse, mais je ne suis pas expert dans ça, mais qui ont quand même des pouvoirs, de ce que je comprends. Ils font des référendums, ils font des votes, puis c'est une association de plein de cantons. Là. Mais là, je dis des affaires que je ne maîtrise pas tant que ça, mais c'est des formes de pouvoir différents. Tout à fait. Puis moi, j'entends, puis je pense que j'espère que personne entend là-dedans comme « Oh mon Dieu, ça va être compliqué ». Non. Ça devrait donner espoir. Là. C'est intéressant, c'est rare qu'on peut repenser à la démocratie. Là. Il n'y a pas beaucoup d'occasions comme ça. Mais là, je veux dire, écrire une constitution, c'est l'affaire la plus passionnante au monde. Là. Moi, je vois pas ce qu'il peut y avoir de plus passionnant. Puis là, ces questions-là, c'est des questions constitutionnelles de base, de se demander à quel point on a souffert, nous, finalement, d'être dans un État qui n'était pas suffisamment décentralisé à l'intérieur du Canada. Et là, au Québec, on veut-tu reproduire cette espèce de schème-là qui nous a autant fait souffrir? Alors qu'on le sait qu'il y a des enjeux très différents en Abitibi, en Gaspésie, en Estrie, au Saguenay, à Montréal et à Québec. C'est peut-être une occasion de réconcilier le rural et le urbain. Parce que le rural, puis soit dit en passant, le rural reçoit d'excellents services. J'en parlais avec ma conjointe hier, puis ma mère. Ma mère était venue du Saguenay. Les hôpitaux, le prorata de services qu'ils ont en région, là, je sais qu'ils se sentent toujours délaissés, comme si Montréal avait tout, parce que c'est tellement gros, Montréal, que oui, les annonces frappent plus. Oui, il y a 1 milliard d'investis là, mais si tu regardes le nombre d'hôpitaux par habitant, vaut mieux habiter en région qu'habiter à Montréal. Il y a beaucoup de services qui sont plus difficiles à recevoir. Cela dit, la perception demeure qu'il n'y a pas un pouvoir qui est équilibré. Ça peut être une occasion de réconcilier ces 2 gangs-là pour dire, on va faire les choses un peu différemment. Vous allez chacun avoir vos pouvoirs, mais on va être dans un même État qui...
avec des objectifs communs. Fait que là, il faut se demander, là, une fois qu'on va avoir le gouvernement du Québec là, comme notre État national, on va vouloir faire des choses, mettre en place des visions, des programmes, que ce soit en termes de développement économique, en termes de protection de l'environnement, de lutte au logement. On va avoir besoin d'avoir une méthode de décentralisation, là, d'avoir des répondants qui rassemblent les leaders de chacune des régions dans lesquelles on va faire descendre les choses. Dans l'État actuel du Québec, ça n'existe pas. C'est pas ça. Hein? Les villes vont dire que c'est elles. Mais 1100 municipalités, c'est ingérable. Tu sais, de déléguer, là, tu essaies de rassembler... On pourrait pas faire un meeting de tout ça, puis... ben non, puis dans ton même meeting, tu aurais Stoke puis Montréal. Ouais. Ça marche pas, là. Tu sais, c'est des réalités beaucoup trop différentes. Puis un pouvoir, puis une population qui est trop différente pour avoir aussi ne serait-ce qu'un seul représentant pour Montréal, puis un seul pour l'autre, ça n'a pas de sens. Fait que c'est pour ça qu'au Québec, on a inventé le concept de municipalité régionale de comté. Ouais. On dit jamais ça de même, tout le monde dit MRC. OK, ouais. Fait que là, quand on parle des MRC, là, on en a une centaine au Québec. Moi, si mon calcul est bon, on en a 101 ou 102. Fait que là, ça reste beaucoup, mais ça reste quand même gérable. Après ça, les régions administratives... 9, c'est ça, ou je me trompe? 10? Il y en a 17. Oh my God! Je me suis arrêté. Saguenay, c'est 8 ou c'est le 9, je pense. Je me suis arrêté à nous j'espère ne pas me tromper, mais en tout cas, il y avait 17 régions administratives. Oui, je pense que... Et malgré ça, là, pensons un instant à la région administrative de la Montérégie, okay, qui regroupe Rigaud et Saint-Hyacinthe dans une même région. Moi, là, j'ai une expérience personnelle. Là, j'animais un débat à la mairie. Il y a quelques années de ça, là, j'animais le débat pour la mairie de Longueuil, puis j'avais comme rôle de modérateur, mais humoristique, tu sais. Puis j'avais joué la carte du gars un peu naïf, l'apprenant, pour faire un peu rire la foule. Quand on parlait justement du territoire de la Montérégie, jusqu'où ça s'en allait et tout. Puis j'étais comme, puis là, je jouais la surprise. Puis je me suis retrouvé infomane à cause de ça. Puis ils se sont moqués de moi. Puis là, ça, je l'ai encore sur le cœur. Mais en tout cas, tout ça pour dire que j'ai trouvé que c'était une expérience. J'ai compris comment ça peut être tough, des fois, être politicien. Quand t'es dans un montage d'infomane, tu fais comme, hey, je suis hors contexte. J'en veux pas, je comprends, c'est le métier. Mais tout ça pour dire que c'est très grand, la Montérégie, puis c'est des réalités très différentes. Tu as une grosse ville, ou trois grosses villes collées à Montréal, puis le reste, c'est très, très loin. Puis Longueuil, là, parce qu'on est à Longueuil présentement, 6 minutes de route d'ici, là, pas de farce, là. Peut-être 10 minutes maximum, tu es dans un champ, puis tu n'as pas de Wi-Fi. Là, tu n'as pas de réseau cellulaire. Puis il y a du monde qui habite là. C'est une réalité différente. Tu as des champs juste à côté, puis pas de cellulaire. Mais c'est ça, fait que c'est de voir comment, tu sais, nos régions administratives, là, moi, je serais pas favorable parce qu'on fasse juste copier-coller, ça devient des États ou des provinces. Là. Des royaumes. Pourquoi? Parce que on n'a pas, même si on a un historique d'existence, là, tu sais, comme nous, on a eu le gros débat très enflammé de l'Estrie versus Canton de l'Est. Là. Ils voulaient changer de nom. En même temps... Attends un peu, pourquoi? C'est que François Bonnardel, le député de la CAQ, qui était le député régional, il a été nommé député régional de l'Estrie, mais lui, il vient de Granby. Okay. Et Granby, c'est Haute-Yamaska. Puis juste à côté, tu as Bromont, que c'est Brome-Missisquoi. Puis là, des comtés différents, ça, c'est des comtés ou c'est des régions? C'est des MRC. Des MRC, OK. C'est des MRC qui sont en Montérégie. Puis là, ben le monde, il trouve que la Montérégie, c'est un peu un arbre de Noël. Fait qu'il était là comme nous, on aimerait mieux être en Estrie. On serait plus gros en Estrie. Hein? Moi aussi, j'aimerais mieux être en Estrie en passant. Rien contre ma mairesse, là, rien contre Longueuil, mais j'aimerais mieux être en Estrie aussi. Sauf que dans cette section-là de l'Estrie, les gens utilisent davantage le terme canton de l'Est. Ouais. Et ils étaient d'ailleurs dans la région touristique des cantons de l'Est, même si la région administrative, c'était pas l'Estrie. Fait que, bref, il y a eu tout un débat et on s'est rendu compte à quel point, crème, ces questions-là, oui, ça suscite des émotions, puis ça suscite des vraies discussions. Et il faudrait donc se demander quelle délimitation on veut pour ce qu'on appelait nos régions administratives, mais qui devraient probablement porter un autre nom. Et en termes d'institutions démocratiques, comment qu'on veut que ça fonctionne? Il pourrait y avoir un redécoupage puis une réflexion sur aussi la manière démocratique. Puis, mais oui, un redécoupage probablement, parce que des fois, il y a des aberrations qui sont juste historiquement là pour
pour une mauvaise raison, tu sais. Puis c'est pas parce qu'on a ça depuis longtemps. En fait, on a la démonstration historique, ce que vous disiez, mais on n'a pas la démonstration que c'est fonctionnel puis que c'est optimal comme façon. Tout à fait. Puis il y a des choses qu'on sous-estime. Moi, j'ai étudié en économie, mais j'ai travaillé avec des données subjectives. C'est-à-dire, on pose les questions aux gens, puis on utilise ça comme une donnée. Fait que... Plutôt qu'objective ou ce qu'on observe quelque chose. On observe quelque chose directement. C'est une observation directe. Fait que moi, je travaillais sur le bonheur ou le bien-être. Fait que là, on demandait aux gens à quel point vous sentez-vous satisfait de votre vie sur une échelle de 1 à 10, puis ils nous donnaient un chiffre. Puis là, on partait avec ces chiffres-là. Quand j'étais enseignante au cégep de Matane, je posais la question aux jeunes dans ma classe, dans votre cœur à Matane, est-ce que vous vous sentez plus comme dans le Bas-Saint-Laurent ou plus comme en Gaspésie? Parce que Matane, c'en est une ville comme ça, là, qui est comme... dans la région touristique de la Gaspésie, mais dans la région... on vit ça, là, parce que quelle région on visite, puis des fois, on est dans quelle région, c'est très compliqué. Puis Thetford-Mines, pour moi, c'est... Thetford-Mines, c'est en Estrie, mais pour moi, je leur ai dit que c'était en Beauce. J'étais en spectacle dernièrement, je suis comme là, arrêtez, là. Arrêtez, vous êtes en Beauce. Ben c'est ça. Fait que là, finalement, si on revient... Tu sais, moi, je leur posais volontairement la question, comment vous vous sentez? Puis ça, cette donnée-là, elle est valable. Parlante. Ben oui. C'est quelque chose dont on devrait tenir compte. Vous êtes culturellement de où? C'est ça. Puis c'est sûr que c'est construit aussi. Le fait d'avoir été dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, ça fait qu'il y en avait plusieurs quand même qui disaient, je pense que c'est Bas-Saint-Laurent, mais il y avait quand même une majorité de jeunes qui disaient qu'ils se sentaient plus gaspésiens que Bas-Saint-Laurent. Fait que là, ça, c'était mon échantillon de 30 élèves de sciences humaines. Oui, mais c'est intéressant comme exercice quand même, vraiment. Exactement. Puis je pense qu'il faut se prêter cet exercice-là, puis vraiment essayer d'imaginer... Ce sera jamais parfait, là. Tu sais, à un moment donné, il va falloir que tu traces une ligne quelque part sur une carte. Malheureusement, il y a tout le temps des gens qu'il y aurait préféré d'un côté ou de l'autre. Mais il faut quand même... Surtout qu'on est avec les anciennes délimitations qui ont probablement... fait naître des villages où, tu sais, il y a ça aussi, tu sais, plus ça fait longtemps que c'est comme ça, plus, tu sais, en ce moment, si on avait à redécouper la ville de Saguenay, ça serait spécial parce que 20 ans après les fusions, il y a des quartiers qui se sont collés là, à cause justement que c'était devenu la même ville. Ça serait dur de redécouper ça, tu sais. Puis quand je dis que Saguenay, c'est un bel exemple, c'est que quand on a fait les fusions, on a pensé en termes administratifs, dans le sens qu'on veut créer des économies d'échelle, on veut que ce soit plus facile à gérer. Fait qu'à la place d'avoir 2 flottes de camions de déneigement, on a juste une. On fait une seule, des trajets de déneigement pour tout le territoire. Fait que là, on a pensé dans ces termes-là, mais on a oublié l'aspect de l'identité. Identité, culture, c'est vraiment fascinant, puis c'est vrai. Puis donc, j'entends là-dedans, c'est une erreur qu'on ne devrait pas refaire. C'est ça. Une des choses quand même qui est bonne à Saguenay, c'est qu'ils ont fait quelque chose qui s'appelle des arrondissements. Puis quand on parle d'arrondissement... Jonquière, Chicoutimi, Labbé sont encore des arrondissements. C'est ça. Quand on parle d'arrondissement, on pense juste à Montréal. On pense aux arrondissements de Montréal qui, en réalité, sont presque comme des villes. Il y a presque autant de monde à Sherbrooke que dans Mercier, Hochelaga, Maisonneuve, là. Mais sur un territoire vraiment plus petit. Mais fait on pense beaucoup aux arrondissements de Montréal, mais Montréal, c'est vraiment une autre planète, OK? Fait qu'il faut comme avoir 2 réflexions différentes. Penser à Montréal puis penser au reste du Québec. Dans une ville comme Saguenay, tu as effectivement Chicoutimi, Jonquière, Labbé, c'est ça que tu m'as dit. Comment on fait pour que les gens de Chicoutimi, qu'on cultive, plutôt que de l'écraser ou de le renier ou de le tasser, là, ce sentiment identitaire-là à Chicoutimi, comment on fait pour le cultiver, l'encourager? Pas évident ça, parce que là, on est rendu avec, je pense qu'il y a 12 centres-villes à Saguenay, parce qu'on ne s'est jamais entendu sur où mettre nos œufs, ou parce qu'il y a cette chicane de clocher-là, puis ça donne... moi, je l'aime, ma région natale. Je l'adore. J'y pense même retourner des fois, mais ça se pourrait pas avec mon métier, mais j'y réfléchis. J'aime les 3 villes qui ont toutes... il y a plus que 3 villes, là, aux arrondissements, mais il y a plusieurs petites municipalités dans tout ça. Mais des fois, j'ai le goût de prendre mon monde, là, puis de les embarquer dans un autobus, puis je vais aller vous montrer une autre ville à quelque part. Là, vous allez voir comme... Quand on s'entend puis on met un centre-ville quelque part, ça peut être beau, ça peut être le fun. J'aurais le goût de faire voyager tout le monde un peu. Là. Il manque de voyages interrégional au Québec. Là. C'est un des luxes qu'on a, nous, les humoristes, là, de visiter puis de voyager un peu pour pouvoir s'inspirer puis de voir. Là, moi, je trouve que c'est intéressant de voir comment accepter de laisser quelque chose. C'est bien, le Jonquière, mais si on sépare nos ressources en 3, il n'y aura rien qui va être vraiment bon. Puis souvent, on se met des barrières
on se met des barrières mentales pour rien. Nous, à Sherbrooke, là, on a essayé... Est-ce que Sherbrooke est issu d'une fusion, mais c'est une grande ville avec plein de villes autour, où il y avait quand même... oui, c'est ça. On avait Sherbrooke avec les villes autour, Donc, 7 c'est un peu autres quand même plus clair parce que tu avais une plus grosse municipalité qui absorbait les autres. Oui, c'est ça. Un peu plus en tache d'huile, là, c'est comme un terme qu'on utiliserait. Et à Sherbrooke, on a conservé les arrondissements, mais Bernard Sévigny en a supprimé des arrondissements. Fait que ça, c'est un peu comme l'équivalent de supprimer des provinces, à l'intérieur du Canada, là. Fait que, c'est un peu ce sentiment-là que les gens avaient. Et encore, moi, je me dis, mettons tout ça de côté, là. Allons voir les gens. Si vous prenez votre marche avec votre chien, les enfants vont à quelle école? C'est quelle votre école de quartier que vous pensez que ça devrait être, à la limite, votre école? C'est quoi votre parc? Le parc, là, où est-ce que vos enfants vont jouer, puis où est-ce que vous allez à l'épicerie? Ces questions-là qui sont toutes liées au quotidien, à l'appartenance, puis, tu sais, la fameuse question dans ton cœur, tu sais, comment tu l'appelles, ton quartier? Ton quartier, là. Puis ça, c'est un mot que je pense, quand dans la pratique, quand je l'utilise, les gens comprennent un peu plus quand on utilise le mot quartier, qui est un peu plus incarné que des mots administratifs comme arrondissement ou autre. Quartier vient avec un panier de commodités qu'on peut concevoir, tu sais. Dans le sens qu'on réalise qu'est-ce qu'on fait dans notre quartier puis qu'est-ce qu'on ne fait pas dans notre quartier. Fait que je le conçois que les gens soient un peu plus... c'est plus concret, là. C'est ça, mon quartier? C'est un peu comme si notre quartier, c'est là où on vit comme être humain, puis notre ville, c'est là où on se déplace en voiture. En tout cas, pour beaucoup, ça va être un peu ça. Fait que ça nous ramène à l'être humain, la mes vie voisins, de quartier. Mon quartier, je dois connaître les gens, la sécurité de mon quartier, parce que je vais marcher dans mon quartier. La sécurité de la ville où je vais travailler, c'est pas pareil. Puis il y a toutes sortes d'initiatives qui existent. Les promenades de Jane, en hommage à Jane Jacobs, qui était une urbaniste américaine qui est une sommité dans le domaine. D'ailleurs, elle a écrit sur la question de l'indépendance du Québec. C'est une des seules sommités dans le domaine qui a écrit en anglais sur la question de l'indépendance du Québec. Pas. C'est quoi les promenades de Jane? C'est un concept? C'est un concept en son honneur où est-ce que c'est des citoyens qui font une balade marchée où ils racontent l'histoire des rues, l'histoire d'un quartier. Il y a ça dans le Vieux-Longueuil. Nous, on le fait. Puis, je pense que ça, c'est vieillir, mais il y a des bienfaits de vieillir, là, des fois. Là, parce qu'il y a des choses que je fais maintenant, parce que je suis beaucoup plus attaché à mon quartier que j'étais plus jeune. Puis, tu fais des choses qui sont vraiment le fun, puis mais il existe ça. Il y a un parcours l'été. Là, mais c'est à travers le Québec. Même à travers le monde, je crois. En tout cas, je ne savais pas. Mais puis des fois, en fait, là, je me dis même, à l'époque où on était à Montréal, tu sais, quand on va dans d'autres villes, là, on embarque dans le bus rouge, tu sais, qu'il n'y a pas de top. Il y en a partout maintenant. Il n'y en a pas à Montréal, mais il y en a un peu partout. Puis tu visites la ville, puis tu apprends des choses. Puis moi, j'avais des touristes qui étaient là une année. On rencontre des touristes à Montréal qui sortaient de cette visite-là, tu sais, à Montréal. Puis ils se mettent à nous parler de Montréal. On a visité ça. Puis j'étais comme, j'ai aucune idée de quoi vous parlez. Puis moi, j'étais là depuis genre 15 ans. Ça fait 15 ans que j'habitais là, puis je savais rien. J'étais comme... Comment se fait que les citoyens d'une ville ne font pas de visite touristique de leur ville? Et ça, c'est quelque chose qui coûte rien. Là. Ça coûte pas d'argent. Là. Ça demande, mettons, pour une ville comme Sherbrooke... Et ça peut avoir un impact vraiment important. Là. Quand je parlais de prendre soin du sentiment d'appartenance, ce genre d'initiative-là, c'est important. Ça va faire que, justement, tu vas mieux connaître tes voisins-voisines. Fait que là, si tu pars la fin de semaine puis que tu cherches quelqu'un pour nourrir ton chat, ou si tu sais, la petite voisine que tu te demandes si elle serait prête à garder tes enfants, ben là, tu la rencontres, tu la vois un peu, tu parles à ses parents. Ces liens-là, dans nos sociétés, au-delà des relations amoureuses, au-delà des relations d'amitié, les liens, c'est drôle, ils les appellent les liens faibles, mais c'est ultra important, ces liens-là. Puis pour les travailler, c'est dans les villes qu'on peut le faire, mais il faut revenir à l'échelle d'appartenance du quartier. Puis quand je dis que des fois, on se met des barrières mentales, à Sherbrooke, là, on a fait un peu ce travail-là, puis on s'est rendu compte qu'il y en avait plus d'une 50aine de quartiers. Okay. Puis là, le monde, on dit « Ah, mais c'est trop, tu sais, il faudrait qu'il y en ait moins. » Puis j'étais là comme « C'est pas Pourquoi? C'est des espaces... mental et culturel, dans le sens, c'est pas un espace administratif, là, nécessairement. C'est pas obligé. Mais, tu sais, je sais pas à quel point tout le monde partage cette vision-là, puis il faut, je pense, éduquer là-dessus, mais
Nous, à Longueuil, ils ont posé, là, ça fait 3 étés, c'est un projet pilote à l'origine. Là, je pense qu'il va se reproduire des gros pots de fleurs pour ralentir, pour faire des rues... des rues pour jouer. Ils appellent ça. C'est pas des rues piétonnes, c'est des rues pour jouer avant tout. Mais ça rend ça beaucoup... C'est très invitant de sortir dans sa rue puis de jouer devant plutôt que de jouer derrière avec ça. Puis nous, on adore ça, mais on a salué des voisins qu'on n'avait jamais vus avant pendant 3 ans parce que là, c'est invitant. Dès qu'il y a des gens qui sortent en avant, on le fait aussi. Les fêtes de voisins. Là, j'ai l'air là, du gars qui capote sur ma banlieue, mais quand on est arrivé, c'est parce qu'on voulait se familiariser. On a commencé à les faire, puis le mouvement des fêtes de voisins arrivait pas mal en même temps que quand on est arrivé il y a quelques années dans le quartier. Fait que nous, on a organisé les fêtes de voisins. C'est tellement important. C'est super mais est-ce important. que c'est le genre de choses que... Est-ce que c'est du luxe? Est-ce que c'est des choses qu'on coupe en ce moment? Est-ce qu'on est en train de parler de... Parce que c'est important, mais est-ce que nos aqueducs sont pourris puis ils sont troués de partout? C'est que le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte de la valeur de ces choses-là. Mais la voisine, là, que tu sais qu'elle vient de se casser la hanche, puis qu'elle aurait peut-être besoin d'un petit coup de main, bien, l'État n'aura peut-être pas besoin de s'en occuper si son voisinage... Tu sais, c'est souvent pas grand-chose. Là. C'est un petit coucou une fois de temps en temps, s'assurer qu'elle est correcte, que tout va bien, les déchets ont été mis sur le bord du chemin. Fait que cette entraide-là qui peut, tu sais, puis qui est pas, je parle pas de quelque chose d'ultra lourd qui nous envahit. C'est pas d'être aidant naturel non plus pour toujours, mais de rendre service, puis de se sentir près des autres. Mais c'est ce que j'aime. Puis là, je sais pas si je l'ai dit dans l'autre épisode, fait que je veux pas me répéter, mais moi, c'est ce qui m'emballe d'un projet souverainiste, c'est d'être la bougie d'allumage à ça. Tu sais, c'est de se servir de ça comme tremplin pour refaire du collectif, parce qu'il n'y en a plus de collectif en ce moment. On le sent tous. Tout le monde le sait. Là. Pour un mélange de facteurs qui n'est pas nécessairement la faute de personne, puis c'est pas juste politique, là, les réseaux sociaux, puis il y a plein de choses qui sont arrivées, mais je pense qu'on est dû pour se retrouver. Puis dans ce mouvement-là, je pense que ça peut être une occasion de se retrouver. Absolument. Puis on revient toujours à ça, finalement, le collectif versus l'individualisme. C'est sûr que tu as sûrement 2-3 voisins qu'eux, ils auraient préféré qu'il n'y ait pas de pot de fleurs. Puis que, ils sont dans une période de leur vie où ce que le moins de taxes possible, c'est le mieux. Puis probablement qu'ils sont bien à jouer, à écouter la télé, puis à prendre leur voiture, puis aller travailler à Montréal. Mais je pense que ces gens-là, au final, les gens ne le réalisent pas. Ça les gosse. Ça va les gosser quand ils arrivent de travailler, de voir des enfants jouer dans la rue. Mais à un moment donné, là, que leur petit cœur qui bat plus, là, il va regarder là, dans la fenêtre, là, puis il va voir des enfants jouer au hockey, il va vivre quelque chose. Puis ça va réchauffer leur petit cœur qui bat plus. Puis comment qu'on parle de ces personnes-là? On dit que ces personnes-là, c'est des personnes malheureuses. Je pense qu'il y a beaucoup de gens malheureux. Souvent, là, quand on va parler de ces personnes-là, les rendre heureux. On va dire que c'est des personnes malheureuses, parce que souvent, c'est des personnes seules qui ont justement... Et en fait, c'est que... Et là l'économiste en moi va dire quelque chose de bien, bien gros, là, puis qu'il faut prendre avec des pincettes, mais c'est comme si le capitalisme avait un peu réussi à nous convaincre que pour être heureux, on était tout le temps capable d'accumuler plus de capital pour compenser, tu sais, qu'on va tout le temps être capable de compenser de la présence humaine par quelque chose, par un objet, par du capital. Je peux pas croire que ce soit moi qui dis ça, là, mais on a besoin de relations humaines. Oui! On a besoin... Il y a eu une petite période, là, une petite accalmie après la pandémie. Là. Je sais pas si ça a duré quelques semaines, quelques mois ou 1 an, mettons. Là. Mais tu sais, on s'est pas vu pendant un petit bout, puis on s'est rendu compte qu'on s'est ennuyé, puis on s'est manqué. Puis après ça, il y a eu un petit bout. Il y a eu des cicatrices, il y a eu des chicanes là, qui sont pas encore tout à fait réparées. Là, mais, en fait, c'est ça. C'est comme mais n'empêche qu'on l'avait senti, mais ça n'a pas duré assez longtemps. C'est comme si le capitalisme avait presque réussi à nous convaincre qu'on n'avait pas besoin des autres. Alors que l'être humain, peu importe qu'on soit neurodivergent ou pas, là, l'être humain a besoin de contact, est un être grégaire. C'est le secret de la santé. C'est la communauté. Toutes les études sur la santé disent que c'est les liens d'amitié qui sont le plus grand facteur de protection et de prédiction de la santé. C'est les amitiés. Les amitiés, les relations, tout à fait. Les relations, c'est important dans notre vie. Puis, où est-ce qu'on les bâtit, nos relations? Bien, d'abord, en personne, avec les gens qu'on côtoie. Et c'est quand même fascinant quand on se rend compte que, des fois, on peut être sur le perron devant notre maison, puis on n'est même pas capable de dire le nom des personnes qui habitent aux portes qu'on voit. Fait que, mais à quel point on dit le capitalisme, puis ça va probablement être dans la même veine, mais à quel point l'urbanisme de nos villes a tué ces contacts-là. La cour arrière, la rue qui ne sert... les rues pas de trottoir, les routes qui ne servent qu'à aller travailler,
Tout est fait pour s'isoler. En fait, et c'est là où souvent, mettons, les politiciennes de ma génération se font critiquer parce qu'on parle toujours de la voiture. Oui. Ça a l'air d'être contre la voiture, mais... Mais en réalité, c'est par rapport à un mode... C'est pour l'humain qui est dans la voiture. C'est juste... On n'est pas en train de dire qu'on est contre la voiture. C'est juste... Il va toujours en avoir, puis on ne va pas les éliminer, puis c'est même pas l'objectif. C'est juste de dire qu'il faut mettre le focus ailleurs. Il faut mettre le focus sur l'être humain. Puis l'être humain, il a des besoins différents des besoins de la voiture. Ouais. Et par rapport à l'être humain, ben c'est ça, on a inventé la voiture dans les années... tu sais, c'est devenu popularisé, puis il y a un bien de consommation répandu dans les années 50. Et c'est pas vrai que ça s'est fait 100% naturellement. Il y a eu un lobbyisme très fort des compagnies pour arrêter de mettre des autoroutes payantes. Tu sais, l'utilisateur payeur, moi, je trouve ça toujours drôle parce que les mêmes personnes... La droite se fait souvent... Exactement. Font la promotion d'utilisateur payeur, mais c'est pas vrai, là. C'est zéro vrai, là. Non, parce que, en fait... Même chose, l'internalisation des prix aussi. Tous des concepts que la droite ferait comme, non, on veut pas savoir ce que ça coûte réellement, ça, parce que les gens prendraient peut-être pas la décision qu'on... Ben, tu sais, c'est ça. Moi, je me considère comme très favorable aux utilisateurs payeurs, là. Mais c'est pas vrai qu'on le fait qu'on est dans un système comme ça, pour les voitures. Ouais. Le réseau est largement subventionné. Et en fait, c'est là où on a vu que les villes ont commencé à se construire différemment. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est là où l'urbanisme s'est transformé à cause de l'utilisation de la voiture, où est-ce que maintenant, on pouvait s'éloigner pour avoir un plus grand terrain. Et là, en ayant un plus grand terrain, on est effectivement plus loin des voisins. En ayant notre propre terrain, on n'a plus besoin d'aller autant au parc. On peut avoir notre propre piscine, pas besoin d'aller à la piscine publique. Qui répond à certains besoins, là, parce que je peux entendre des gens qui vont se dire « Ouais, mais moi, je veux pas toujours être entassé comme dans les appartements des années 1910 à Montréal. » Puis ça, c'est un autre extrême. Puis on parle pas nécessairement de ça. Tu sais, il y a un entre-deux, je pense, qui se peut. Mais encore aujourd'hui, au moment où on se parle, le quartier probablement le plus cher dans les plus chers ou les plus convoités au Québec, c'est le plateau Montréal, qui est pas du tout bâti pour la voiture. Non, qui offre une belle qualité de vie, qui est très agréable. Il est bâti pour l'humain. C'est bâti pour l'humain. Mais aussi, c'est parce que c'est du 2 ou 3 étages maximum, parce que des fois, les gens voient les deux extrêmes, comme je dis, c'est les tours de 50 étages ou le bungalow. C'est pas les seules options qui existent. Alors que les tours de 50 étages, c'est démontré que ce n'est pas, un quartier à échelle humaine. Parce à côté de la... Tu côtoies pas plus ton monde. À côté de la tour de 50 étages, qu'est-ce que tu as? Des étendues de stationnement de surface très importantes qui vont allonger les distances entre les bâtisses. C'est très rare que tu vas voir une ville avec beaucoup de tours qui vont réussir à te procurer ce sentiment-là d'échelle humaine. Mais quand même, je dis pas que je compte les tours de 50 étages. Non, c'est surtout, ça répond en fait, à un certain service, mais... C'est surtout la mixité. Oui. On met beaucoup le focus sur la densité, alors que je pense que si on revenait à la mixité, les gens comprendraient mieux. À partir de l'apparition de la voiture, on s'est mis à introduire vraiment des zonages spécifiques. Un zonage commercial sur cette étendue-là, un zonage industriel sur cette étendue-là, puis du résidentiel sur cette... Fait que des zonages uniques par zone qui renforcent notre dépendance à la voiture et qui la rend, en fait, obligatoire. Là. Même quand tu détestes les voitures, tu n'as comme pas le choix de vivre avec ça parce que nos villes sont construites autour d'un mode de vie qui inclut la voiture. Et là, on est en train d'essayer de corriger tout ça, puis ça se passe dans le monde municipal. Mais ce n'est pas soutenu actuellement par nos gouvernements nationaux parce que depuis les fusions municipales qu'il y a eu au Québec, il y a vraiment une espèce de détachement, mais tu sais, je dirais comme de peur. Là. Les gouvernements, les partis politiques ne veulent plus se mêler du municipal. Ils voient ça juste comme de quoi d'explosif puis de dangereux, puis que si moindrement... Une boîte de crabe ou de pandore. Si on ouvre ça va être compliqué. Là. On préfère juste pas... Okay. On veut même pas se demander qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux parce qu'on sait que ce qu'on pourrait faire de mieux va nécessiter du courage, puis que ce sera pas unanime. Et du changement et de l'obstinage. Mais tu sais, plutôt vous disiez, le municipal qui est plus proche fait parfois plus d'engagement, mais plus de chicane. C'est plus sanguin. Le nom d'une rue devient politique et tout. Ça pourrait paraître négatif, mais en même temps, je préférerais plutôt le voir d'un côté comme, c'est de l'implication, puis c'est correct, tu sais. Parce qu'à la limite, on chiale un peu avec une certaine distance sur le fédéral, le provincial, mais
on s'implique pas assez, je pense. Il y a certaines personnes qui s'impliquent, là, mais globalement, si tout le monde on s'intéressait plus à ce qui se passait, selon moi, ça amènerait des solutions ou ça amènerait que ça aille mieux. Fait que ça me dérange pas qu'on s'obstine plus. Je vois ça positif qu'en région. Des fois, oui, ça bloque. Des fois, ça fait qu'il y a des choses qui stagnent parce que ça se chicane un peu trop. Peut-être qu'on peut gagner à apprendre un peu mieux discuter, là, mais n'empêche que de voir les gens chialer, c'est pas négatif. T'sais. Bien, tu sais, moi, mettons, je fais l'analogie avec la famille. Tu sais, moi, je veux dire, ma sœur, à une certaine époque, c'était la personne avec qui je me chicanais le plus. Ouais. Et en même temps, c'était une des personnes les plus importantes dans ma vie, là. Tu sais, une des personnes que j'aimais le plus. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a ça aussi dans le monde municipal. Si c'est aussi dynamique, si j'utilise ce terme-là, c'est parce que les gens y tiennent. Ouais. Puis les gens, ils ont un attachement. Il faut reconnaître ça chez l'autre aussi. La personne qui s'obstine. Des fois, on n'a pas la même vision, la même finalité, mais au final, si on essaie de s'élever au-dessus de ce qu'on est en train de se dire, puis de réaliser que l'autre personne, c'est pour le... à quoi faire ça pour le mieux, bien, ça peut être intéressant de trouver, de discuter. Et là, actuellement, ce qui se passe, c'est que dans le monde municipal, il y a des gens comme vous et moi qui voient, je pense, qui ont une bonne perception du potentiel qu'il y a dans le monde municipal, mais on n'a pas donné les moyens encore. Donc, on espère beaucoup du monde municipal, mais la première chose à faire, ça va vraiment de s'occuper des moyens. Puis là, je ne parle pas juste des moyens financiers, même si ça inclut aussi les moyens financiers, mais il faut renforcer nos institutions démocratiques. Des institutions démocratiques solides, mettons que j'utilise cette analogie-là, il faut que ça résiste à un Donald Trump. Tu sais, il faut que le jour où tu as un... Là, je ne nommerai pas de nom, mais mettons qu'à Saguenay, vous n'avez vécu là, des situations particulières, puis même chose à Laval. Tu sais, Gilles Vaillancourt, Jean Tremblay, bon, je les ai nommés finalement. Il y en a eu beaucoup. Il faut que nos institutions démocratiques soient assez solides. Il n'y en a pas beaucoup au municipal, des institutions, puis c'est pour ça qu'on a vécu toutes ces périodes-là, des roitelets. Puis là, je ne vais pas dire Jean Tremblay, parce qu'il est encore en vie, l'autre. Vaillancourt, il est décédé, je crois. Je sais pas. Il est dans un gros condo en Floride. Peut-être, j'allais dire. Ou en prison. Mais vu que ça a été médiatisé et judiciarisé, on va plus parler de lui que d'autres personnes à qui on peut avoir des reproches. Disons que Jean Tremblay, il était surtout pas très reconnu pour la démocratie et la transparence. Tout à fait. Et c'est ça qu'on devrait arrêter d'accepter. Il y a des choses qu'on accepte dans le monde municipal qu'on n'accepterait jamais dans le monde à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes. Jamais, là, tu sais. Est-ce que ça a rapport un peu avec la... Est-ce que la crise des médias joue un peu là-dedans? Oui, parce que c'est sûr que la couverture médiatique est différente. Absolument. On vit une période très difficile. Je pense qu'il y a 2 journalistes, je ne veux pas trop m'avancer, mais à Saguenay, tu sais, qui couvrent le politique municipal, 1 ou 2 maximum. Imaginez, là, on a nommé Saguenay, puis Laval, il y en a eu d'autres, là, Mascouche, on en a beaucoup entendu parler, dans la commission Charbonneau, il y en a plein qui sont ressortis. Mais là, celles qu'on vient de nommer, là, c'est des grandes villes, où est-ce qu'il y a quand même beaucoup d'élus. Il y a des villes qui n'ont aucun journaliste, aucun média. Puis ils ont des médias, en plus, qui peuvent couvrir. Imaginez ce qui se passe dans les 900 municipalités dont on n'entend jamais parler, qu'il n'y a pas de surveillance qui se fait tellement du côté citoyen parce qu'ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Ben, ça en prend un. De temps en temps, il y a une personne par village ou par ville qui s'élève. Fait comme, moi, ça va être mon cheval de bataille. Mais encore là, c'est un pouvoir limité. On a besoin dans nos institutions d'avoir un peu de surveillance de l'opposition, de peut-être des vérificateurs généraux aussi qui seraient un peu plus répandus à travers tout le Québec. C'est pas toutes les villes qui ont des vérificateurs généraux actuellement. Après ça, tu as les citoyens. Bref, tu as plein de... Mais c'est un chantier tellement fascinant et intéressant. C'est un chantier important qui va naturellement nous être imposé si jamais on faisait une décision si on votait oui à un référendum. Je veux pas, parce que ça a l'air réducteur que je revienne toujours à ça, mais ça va de soi qu'il va falloir réfléchir à ça et refaire ça. Puis ça, je trouve ça très positif. Tout à fait, en fait. Mais moi, j'espère que ça ne nous soit pas imposé. Moi, la mission que je me suis donnée, tu sais... C'est de le faire avant ou de le mettre de l'avant avant? Oui. Qu'est-ce que je pense qu'il faut réfléchir à ça maintenant. Tu sais, dans le sens où... Pour pas le faire dans l'empressement, puis OK, ben on va faire ça demain, puis on le laisse demain. Ben c'est ça, tu sais, il y a toutes sortes de... À l'intérieur des partis politiques ou des mouvements indépendantistes, il y a toutes sortes d'endroits de réflexion. J'ai pas entendu beaucoup parler de réflexion par rapport à ça, à comment on va décentraliser
le Québec. Ben là, il reste juste à partir une page Facebook, là. Ah oui, c'est ça. Sherbrooke, Québec citoyen, ville citoyen, municipalité citoyen. C'est ça. Ben, je pense qu'il faut réfléchir à ces questions-là. Moi, j'ai tenté de le faire un peu quand même, cette réflexion-là, quand j'ai incarné le rôle de mairesse à Sherbrooke, quand même, dans une grande ville de région. Donc, je n'étais pas dans le giron de Montréal, j'étais dans les régions. Mais quand tu es maire ou mairesse d'une ville, il y a comme des limites là, à la fois à ce que tu peux dire, puis à ce que tu peux faire, là, parce que tes journées sont très, très, très remplies. Mais est-ce que c'est ça, c'est la poule ou l'œuf, ou est-ce que les gens, sans trop savoir, puis sans trop tout connaître de la politique municipale, sentent que les pouvoirs sont quand même assez limités, d'où leur désintérêt à nommer quelqu'un, puis en se disant, de toute façon, il y a ça comme moyen, il ne peut pas faire grand-chose, fait qu'il va juste gérer ça. Est-ce qu'il y a un peu ça? En Bonne se disant, question. au pire, le provincial va venir gérer ça. Ou, tu sais, l'affaire, c'est que c'est sûr que moi, j'aurais pu le faire à Sherbrooke, puis qu'on ait le... Puis en fait, j'étais minoritaire aussi. Fait que, tu sais, moi, j'ai eu beaucoup de limites dans ce que j'aurais voulu pouvoir réaliser. Mais même quand on est majoritaire, là, comme à Laval ou à Longueuil, tu sais, je pense pas qu'ils peuvent, demain matin, réussir à faire... Tout ce qui est structurel ou structurant, là. Ben c'est ça, tu sais, déjà... Tu skaites au provincial ou au fédéral. Fait que, tu sais, il reste, à Longueuil, reste quoi comme moyen? À Longueuil, c'est l'agglomération de Longueuil qui est l'espèce de patente qu'ils ont utilisée pour comme essayer de compenser le fait que la ville a été défusionnée. Ça, là, ça amène une perte d'efficacité immense dans le système. Bref, pour moi, la réflexion doit se faire au niveau national. Il faut réfléchir à la grandeur du Québec, un système qui va venir renforcer le palier municipal, mais il ne faut pas mettre la charge uniquement sur les épaules des élus municipaux. Mm-hmm. Il faut avoir une réflexion collective, se demander qu'est-ce qu'on attend de nos villes? C'est quoi le rôle qu'on veut qu'elles jouent, ces villes-là? Puis une fois qu'on se pose ces questions-là collectivement, dans un deuxième temps, doivent venir les questions des moyens. OK, notre rêve, c'est que Montréal, Québec, Stoke et Saguenay là, puissent faire telle chose. C'est ce que j'attends de mon élu municipal. Ouais. Et là, ensuite, on voit remonte comment... comme ça plutôt qu'avoir fait comme ça. On est parti du haut vers le bas, en fait. On a donné des choses, mais je ne sais pas si ça s'est fait comme ça, mais aujourd'hui, c'est comme ça qu'on le voit un peu. Parce que si, dans le sondage que vous parliez un peu plus tôt de où on se reconnaît, qu'est-ce qu'on fait dans notre quartier, si on sondait les gens, qu'est-ce que vous croyez que les villes ou votre ville devrait faire, puis on bâtit comme ça, puis on monte, puis on pourrait monter probablement... ça pourrait être une autre façon de faire, plutôt que de se séparer du Canada. Là. Qu'est-ce que vous voulez que vos quartiers aient, que vos villes fassent, votre province, tu sais, le provincial fait, puis probablement qu'on va arriver à comme... Le reste, on va le couper naturellement parce qu'on n'est plus rendu à ce qu'on veut. Là. C'est difficile d'avoir cette réflexion-là à l'intérieur de la Fédération canadienne parce que là, tu sais, clairement qu'il manque un palier de gouvernement. En ce moment, il manque l'espèce de palier régional, là, tu sais, Estrie, moi mettons, qui naïvement dis toujours que j'en veux un de moins, j'ai pas toute une vision 360 du politique. Là. Il en faut un de moins pour pouvoir en créer un nécessaire. Il faut le mettre ailleurs. C'est ça. Okay. Parce que là, ce serait vraiment too much, là, si on avait l'arrondissement, la ville, la MRC, le palier régional, puis après ça, tu arrives au Québec. Déjà, on avait les commissions scolaires, puis on y allait pas, on votait pas. Les gens sont occupés. Et d'ailleurs, pour moi, les commissions scolaires, c'est quelque chose qui... Là, il faut dire centre de services scolaires. Ouais. C'est quelque chose qu'on devrait abolir et remettre dans les mains des MRC. En réalité, c'est quoi une commission scolaire? C'est une gestion des services en éducation sur un territoire qui est desservi en transport collectif. Tu sais, mettons, là, qu'on dit ça de même. Fait que ça pourrait très bien être une MRC. Mais là, les MRC, si tu regardes ça, la plupart des MRC, là, le préfet, okay, le boss de la MRC, là, on l'appelle le préfet. Y es-tu voté ou y es-tu élu, lui, ou il est nommé? Il y en a quelques-uns qui sont élus au suffrage universel au Québec, mais à mon souvenir, c'est peut-être, mettons, une vingtaine. Préfet. Le mot, je le connais, là, mais j'avoue que je sais pas si... J'ai jamais su qui était mon préfet. C'est ça. C'est vraiment quelque chose qui est davantage utilisé dans les régions plus rurales, mais pourtant, il y aurait un rôle à jouer quand même à travers tout le Québec. Fait que le préfet, parfois, il est élu au suffrage universel, parfois, il ne l'est pas. La majorité du temps, c'est un des maires de la place qui est choisi par ses pairs. Okay. Et là, ça devient un problème parce que finalement, cette personne-là qui est maire de telle place, puis là, j'utilise volontairement le masculin parce que c'est
presque tous des hommes. Là. Ouais. Il y a quelques femmes préfètes, on les salue, bravo pour ce que vous faites. Et donc, c'est ça, lui, il est d'abord maire d'un village et en deuxième, il est préfet d'une région, mais c'est pas tout le monde qui va avoir voté, qui va avoir eu l'occasion de se prononcer sur son travail. Et il y a une lacune de gestion, mais démocratique là-dedans. Mais je trouve ça intéressant. Il y a un déficit démocratique. Un déficit. J'aimerais... parce que c'est tellement passionnant. Moi, j'ai adoré. Je continuerais pendant 1 heure. J'aime tellement ça, parler de municipal. Puis je suis content que ce soit de ça dont on ait parlé, parce que c'est très important. Puis c'est le cri de ralliement, ou c'est ce sur quoi j'aimerais laisser les gens, c'est intéressez-vous à vos villes. Intéressez-vous à vos quartiers, intéressez-vous à vos villes, intéressez-vous à votre province, à la souveraineté. Ça se veut parler de souveraineté, mais parler des gens autour de soi, ça commence par là. Alors intéressez-vous à vos villes. Je vais juste faire un petit message à la fin. Je vous remercie. Premièrement, je vous remercie. Et je rappelle aux gens que les entretiens sont une collaboration de Oui Québec, une organisation non partisane. Donc, ça se veut, on ne fait pas la promotion d'aucun parti. On ne fait que la promotion de la souveraineté et on parle de la souveraineté. Merci à eux. C'est grâce à eux qu'il y a un studio et qu'il y aura un petit peu de montage dans tout ça. Merci.